l'État a voulu impulser des changements dans la restauration collective pour que, in fine, ces changements s'impulsent dans la société. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur l'ensemble des mesures de la loi Egalim. Je vous les ai présentées ici. Vous pourrez trouver plus de détails dans le MAC des OGEC, en fait, le dernier MAC des OGEC a un dossier spécial qui est consacré à la restauration scolaire et qui traite notamment de la loi Egalim. Alors, les 5 mesures, voilà, c'est la diversification des sources de protéines avec l'introduction d'un repas végétarien par semaine à titre expérimental pendant 2 ans. Ça, c'est une mesure qui date de novembre 2019. Voilà, ça a été au début fait à titre expérimental parce que l'État a voulu se donner du temps avant d'imposer cette mesure de manière durable. Les premiers retours, je crois, sont mitigés parce que ça génère parfois pas mal de gaspillage alimentaire, alors qu'un des autres objectifs de la loi, justement, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais c'est pourtant une mesure nécessaire pour aller vers une alimentation plus durable. La deuxième mesure, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec l'obligation depuis octobre 2020 de réaliser un diagnostic de lutte contre le gaspillage, qui a en fait pour objectif d'amener la cantine vers un modèle peut-être plus durable, où il y aurait moins de gaspillage, où il y aurait une réflexion sur les moyens de lutter contre le gaspillage alimentaire. La troisième mesure, alors celle-là, c'est janvier 2025, donc c'est pas tout de suite, mais c'est déjà une réflexion qui est en cours et il y a certains établissements qui veulent déjà y aller. C'est la fin de l'utilisation des contenants alimentaires de matière plastique, parce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de la réchauffe du plastique, etc. Et les 2 dernières mesures, elles vont un peu ensemble, en fait, et c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. En fait, à partir de janvier 2022, les établissements vont avoir l'obligation d'opérer une montée en gamme des approvisionnements avec 50% de produits de qualité, donc c'est des produits qui sont labellisés. La liste des labels autorisés a été définie par décret, dont 20% de produits biologiques. Je dis que l'autre mesure va avec, c'est que cette montée en gamme des approvisionnements, elle va devoir être affichée pour que les convives sachent si le restaurant remplit bien cette obligation. Alors, la montée en gamme des approvisionnements, c'est la mesure la plus emblématique et certainement la plus difficile à tenir à court terme, parce qu'en fait, janvier 2022, c'est demain. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. En fait, si vous lancez un appel d'offres aujourd'hui, pour une nouvelle cantine pour un nouveau contrat qui démarra au 1er septembre 2021, il faut prévoir dans ces contrats déjà l'obligation de respecter la montée en gamme des approvisionnements, puisque c'est janvier 2022. Donc, ça veut dire qu'on vous conseille d'anticiper cette mesure et de la prévoir dans vos cahiers des charges. Alors, cette obligation, elle s'exprime en valeur d'achat. Et ça, c'est assez nouveau. Jusqu'à présent, les sociétés de restauration, il y a certains établissements qui ont déjà opéré des changements et introduit une certaine quantité de produits bio ou de produits labellisés, mais ça n'a jamais été compté en valeur d'achat, ça a toujours été compté en une composante sur 5 sera bio, ça pouvait être l'entrée, ça pouvait être l'accompagnement, ça pouvait être le pain. Et ben, là, la loi va plus loin que ça, puisqu'elle impose que ça soit 50% des achats. Donc, il ne pourra plus y avoir juste un morceau de pain qui est bio ou un accompagnement qui est bio. C'est vraiment sur la globalité des achats en euros hors taxe. Ça se compte, cette obligation, elle s'exprime également en année civile, c'est-à-dire que c'est sur une année qu'il va falloir observer la montée en gamme des approvisionnements. Alors chez nous, ça a plus de sens de le faire sur une année scolaire. L'idée, c'est que les produits bio sont peut-être ou de qualité sont peut-être plus faciles à obtenir dans des périodes qui ne sont pas l'hiver, et donc la société, elle va pouvoir opérer des ajustements d'un mois à l'autre. Alors, j'ai juste un autre point. Donc, je voulais vous rappeler que la loi ne prévoit pas de sanctions. L'objectif de la loi, c'est d'avancer collectivement vers une meilleure alimentation. Et les mesures ont du sens
Et donc l'État, en fait, au lieu d'imposer des sanctions, a préféré accompagner les acteurs de la restauration collective et compte en fait sur le contrôle sociétal, donc le contrôle de la société, le contrôle des parents d'élèves, pour les faire respecter. Donc nous, au niveau national, notre recommandation, c'est bien sûr d'aller vers cette loi Egalim, puisqu'elle a du sens. Le manger mieux, c'est quelque chose qui nous importe. Pour autant, nous avons conscience que ça risque d'entraîner un surcoût. Il y a un surcoût qu'il ne faut pas négliger. Il y a des études d'impact qui parlent de 20 centimes par repas. Donc, c'est un surcoût qui est important et c'est un surcoût qui serait difficile de faire peser sur les familles dans le contexte actuel. D'où la nécessité de chercher des leviers pour essayer de limiter le surcoût. Et c'est pour ça que j'ai invité Olivier pour en parler aujourd'hui, mais on y reviendra tout à l'heure. Il y a 2 points d'attention que je voudrais évoquer avec vous. Le premier, c'est que la loi Egalim, elle n'introduit pas d'obligation de circuit court ou d'obligation concernant la provenance des denrées alimentaires. En fait, la réglementation en matière de commande publique, elle interdit de privilégier l'origine des produits. Donc, ce n'était pas possible de dire, d'avoir une loi qui viendrait contre ces obligations de la commande publique et qui dirait acheter, on a l'obligation d'acheter à moins de 150 km de chez soi. Ça, c'était pour la raison, à mon avis, c'est pour ça que ce n'est pas dans la loi. Même s'il est vrai que certains labels qui sont dans la liste des labels autorisés, tels que les produits de la ferme, permettent de favoriser le local. Donc, même dans la loi Egalim, il y aura peut-être une partie qui proviendra de circuits courts, même si il y a aussi de fortes chances avec la quantité de produits de qualité que ça va demander, qu'il y ait des produits qui viennent de beaucoup plus loin. Les établissements privés, on n'est pas soumis à cette contrainte, à cette obligation de commande publique. Donc, on a toute la faculté dans nos cahiers des charges d'introduire des modalités de provenance des denrées, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on veut qu'il y ait 50% des produits qui viennent de moins de 100 km de chez nous. Après, il faut avoir conscience que si on demande dans le cahier des charges la loi Egalim plus des circuits courts, il y a un risque de surcoût supplémentaire. Donc, il y a vraiment un équilibre qu'il va falloir chercher un peu en démarche de partenariat avec les sociétés de restauration sur quel est finalement l'équilibre qui nous convient pour avoir le prix adapté et en même temps les exigences qui nous vont. Parce qu'on est bien d'accord que les circuits courts, ça a aussi du sens de pouvoir acheter localement, de pouvoir participer à la vie économique, à la vie de son bassin économique, etc. Le deuxième point d'attention, c'est qu'il y a un risque réel en tout cas, c'est un risque identifié que la qualité des 50% de denrées alimentaires restantes soit dégradée. Le fait de vouloir tirer 50% des repas vers le haut, il y a un risque que les 50% restants, la qualité soit tirée vers le bas par les sociétés de restauration pour qui ça va être difficile d'appliquer cette loi. C'est un grand bouleversement pour elles et elles ont besoin de conserver leur marge. Donc, pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas que cette qualité-là des denrées ne soit pas tirée vers le bas, on recommande d'introduire dans le cahier des charges d'autres mesures de qualité, telles que les produits frais, les produits faits maison, et c'est ce qu'on va vous présenter après. Mais donc, je voulais vous rappeler ces 2 points pour vous dire en fait qu'il va falloir, dans les cahiers des charges, demander aux prestataires de s'engager concernant la qualité des denrées alimentaires, mais il n'y a pas que la réflexion de la loi Egalim qui doit rentrer en compte. Comment vous allez faire concrètement? En fait, concrètement, vous allez rédiger des cahiers des charges dans lesquels vous allez introduire des tableaux qui vont demander à la société de s'engager sur catégorie de produits par catégorie de produits, sur le pourcentage de produits qu'elle peut vous donner. Typiquement, si vous avez, alors là c'est un tableau un peu simplifié, mais ça vous donne l'idée, c'est que par catégorie de produits, le prestataire vous indiquera quel est le budget estimé. Par exemple, sur le veau, si le budget annuel estimé, ça sera peut-être 10 000 €. Sur ces 10 000 €, il vous dira combien il pense qu'il peut faire de produits frais, combien il pense qu'il peut faire de produits courts, de produits bio. Et en fait, avec ce tableau, vous allez pouvoir vous assurer que vous êtes en conformité avec la loi Egalim et
2, que vous avez peut-être d'autres engagements tels que les circuits courts sur certains produits que vous avez demandés qui pourront être respectés. Le tableau, voilà pour le tableau. Alors, si vous ne le comprenez pas à première vue, ce n'est pas très grave. En fait, il est prévu dans le cahier des charges, mais je voulais vous le présenter parce que je pense que c'est vraiment un des moyens d'aller vers la loi Egalim. Alors, je vous le disais, je vous le rappelais également au début, en fait, la loi Egalim, on va devoir informer les convives, et donc informer les convives, ça va être s'assurer de bien suivre les engagements qualité. Alors, concrètement, comment ça va se passer? On vous propose différentes manières. La première manière, ça serait un tableau de reporting trimestriel qui serait tel que ce tableau que je vous ai présenté. En fait, la société pourrait remplir tous les mois ce tableau, tous les mois, c'est beaucoup, mais peut-être tous les trimestres, en vous présentant où elle en est et si elle a réussi à tenir ses engagements. Il y a certaines sociétés qui vont proposer un accès à leur plateforme d'achat, mais il faudra s'assurer que les données fournies permettent de suivre tous les engagements qualité que vous avez demandé dans le contrat. Vous pourriez aussi prévoir d'introduire des pictogrammes dans les menus, donc un pictogramme circuit court, un pictogramme label, un pictogramme bio. Et en fait, on sait à peu près comment est composé un repas. Sur un repas à 1,70 €, on peut estimer qu'il y a 60% du repas qui est sur le plat chaud et l'accompagnement. Et après, vous allez avoir des périphériques, donc l'entrée, le dessert, le fromage. Ça, c'est à peu près 40%. Donc, en fait, déjà, en instaurant quelques pictogrammes dans les menus, on est capable de se faire une idée sur si la société respecte ses engagements. Et le fait de pouvoir faire des contrôles inopinés sur facture, c'est de s'assurer par exemple que les pictogrammes, que les haricots verts qui étaient bio dans le menu, en fait, l'étaient réellement. Donc, il y a les contrôles inopinés sur facture, les contrôles inopinés sur site, c'est aussi le fait de montrer au prestataire qu'on s'intéresse à la prestation, qu'on est là, qu'on le suit. Et en fait, un prestataire qui est suivi sera beaucoup plus dans la démarche de respecter le contrat parce qu'il sait qu'il y a un client qui contrôle la délégation qu'il a opérée au prestataire. Vous pourriez aussi décider d'introduire des sanctions en cas de non-respect des obligations, telles que la mise en place de pénalités ou la non-application de la formule de révision de prix en fin d'année. C'est-à-dire que si en fin d'année, on s'aperçoit que la loi Egalim n'est pas respectée, vous pourriez dire très bien, le prix n'est pas révisé. Attention cependant, je pense que la loi va être assez difficile à respecter parce qu'en fait, tout le monde doit y aller en même temps et donc il va y avoir beaucoup de demandes et c'est pas sûr que l'offre soit suffisante pour répondre à la demande. Donc il va falloir peut-être faire preuve d'un peu de souplesse dans les premières années pour aller tous ensemble vers cette alimentation durable sans que les sociétés soient trop mises en difficulté dans les contrats que vous allez signer. Alors, vous l'avez compris, on a parlé montée en gamme des approvisionnements, donc améliorer la qualité et améliorer la qualité, mieux manger coûte plus cher. Et donc, j'ai invité Olivier Oignan parce qu'on a essayé de réfléchir ensemble à des leviers que vous pourriez opérer et qui pourraient être mis dans les cahiers des charges pour limiter ce surcoût. Voilà, écoutez, sans surprise, mieux manger coûte effectivement plus cher. Et la loi Egalim propose 2 leviers en fait pour essayer de faire face à cette augmentation future des coûts alimentaires. Comme l'a dit Clarisse, donc l'augmentation est évaluée sur la part alimentaire actuelle à peu près à 20% de surcoût. Les 2 leviers proposés par la loi, c'est d'abord d'accentuer la lutte contre le gaspillage. Puisqu'effectivement, si on produit moins de déchets, que ce soit en cuisine ou que ce soit au niveau des consommateurs, on a quand même une meilleure maîtrise des coûts et il y a des mesures qui sont prévues de peser des déchets, d'évaluation, de reporting pour aider effectivement les établissements et les collectivités à mieux maîtriser leur gestion de déchets. Le deuxième levier proposé dans le cadre de la loi, c'est l'introduction de protéines végétales. Donc vous avez vu qu'on a maintenant des plats végétariens 1 fois par semaine sur 2 ans de période test, mais la loi Egalim permet également, et même incite à introduire des protéines végétales dans les plats, ce qui permet d'avoir moins de protéines animales, moins de viande et également une meilleure maîtrise des coûts. Au-delà de ces 2 leviers qui sont proposés dans le cadre de la loi, nous avons réfléchi à 3 options qui peuvent permettre de limiter le risque de surcoût. Le premier levier complémentaire, c'est vraiment d'insister sur le respect des saisonnalités.
notamment au niveau des fruits et des légumes. Le respect des saisonnalités dans un cahier des charges et dans un cahier alimentaire permet effectivement de maîtriser également les coûts et d'éviter certaines dérives. Alors je passe sur les fraises en décembre ou les tomates en février, mais c'est des exemples qu'on retrouve souvent et le respect des saisonnalités est quand même un indicateur fort de maîtrise. Deuxièmement, c'est de réfléchir au passage à un repas à 4 composantes. Aujourd'hui, la plupart des repas, la grande majorité dans nos contrats, sont des repas à 5 composantes, c'est-à-dire un hors-d'œuvre, un plat, une garniture, un laitage et un dessert. C'est les 5 composantes. Or, dans la vraie vie, on s'aperçoit que les élèves, à partir du primaire, du collège et même du lycée, composent leur plateau. En réalité, ne consomment qu'un plat plus un dessert, parfois un laitage, parfois un hors-d'œuvre. Donc, au lieu de consommer les 5 composants, en fait, consomment 3 composants et demi en moyenne. Le retour à un repas à 4 composantes qui respecte l'équilibre alimentaire global s'adapte aux habitudes de consommation actuelles des élèves. Aujourd'hui, les élèves ne mangent plus 5 composantes, les adultes non plus d'ailleurs, et pour diverses raisons, des habitudes de consommation, le temps imparti au repas également. Et le retour à 4 composants permet de retirer de la composition du plateau soit le hors-d'œuvre, soit le laitage, soit le dessert, en respectant un équilibre sur un aliment de chaque groupe. Et permet également de gagner entre 20 et 25 centimes de coût au repas, puisque le retrait d'un composant va permettre d'optimiser le coût alimentaire du repas. Un troisième levier que l'on propose, c'est de restreindre, ou en tout cas d'essayer de limiter le nombre de choix. En fonction de votre contrat, vous pouvez avoir des repas qui sont sans choix, vous pouvez avoir aussi des repas avec beaucoup de choix, de hors-d'œuvre, de dessert. Le fait de limiter le nombre de choix va permettre premièrement de maîtriser également le coût, puisque l'équipe de cuisine en production va avoir moins de choix à produire. Donc on va également modifier le gaspillage alimentaire, mais également on aura plus de qualité puisque l'équipe de production va se concentrer sur moins de plats à produire, et puis plus de renouvellement dans le temps, parce que moins il y a de choix, plus il y a de renouvellement. Donc voilà les 3 leviers complémentaires que l'on peut utiliser pour anticiper cette hausse de coût de la loi Egalim. Alors, il y a quelques questions qui sont sur la loi Egalim, donc je vais y répondre maintenant parce qu'après, on va passer à autre chose. La loi Egalim est-elle appliquée dans le supérieur? Alors oui, c'est toute la restauration collective qui est impactée par cette loi. Qu'appelle-t-on produit de qualité? Alors là, je vais revenir sur le petit tableau. Vous voyez que dans le petit 3, en dessous du tableau, il y a la liste des labels qui permettent de dire que ce sont des produits de qualité. Donc, il y a le label rouge, les produits HVE, haute valeur environnementale, IGP, indication géographique protégée, AOC, AOP, etc., produits de la ferme, écolabel, pêche durable. Le label bleu, blanc, cœur a beaucoup œuvré pour faire partie des labels. Il ne fait pas partie des labels sélectionnés par la loi. Pour autant, il a mis en place des mesures pour essayer d'y être. Donc, et en fait, je pense que la loi, les sociétés de restauration font encore du lobbying auprès du ministère de l'Agriculture pour essayer d'intégrer des nouveaux labels. Donc, c'est possible que la loi change et que certains labels, par décret, ils fassent, soit proposés en plus. Enfin, en tout cas, pour l'instant, la liste des labels est fixée et c'est celle qu'on a intégrée dans le cahier des charges. Ce tableau, il est bien sûr à compléter par la société de restauration. En fait, vous allez mettre dans le cahier des charges que vous voulez privilégier les circuits courts et respecter la loi Egalim, par exemple. Vous pouvez avoir d'autres spécificités. Vous pourriez dire que vous voulez que du fromage à la coupe, que des salades de fruits frais, etc. Et la société de restauration, elle va compléter ce tableau à partir de ce que vous lui avez demandé dans le cahier des charges. Voilà pour les questions sur la loi Egalim. Alors, la troisième partie de notre intervention, on voulait vous parler, donc vous donner quelques conseils pour bien réussir votre appel d'offres. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour lancer un appel d'offres? C'est peut-être une question que vous vous posez dans votre établissement. Par rapport à la loi Egalim et ce dont on vient de parler, on pense que le timing est bon parce que la mise en concurrence va permettre d'anticiper et de limiter les possibles surcoûts. En fait, vous êtes dans une démarche d'anticipation qui va vous permettre de mieux négocier pour l'application de la loi. Après, c'est une question que chaque établissement a besoin de se poser en fonction de son contrat, de sa relation avec son prestataire, démarche de partenariat, de la gestion de la crise aussi, de la crise sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. C'est peut-être pas le bon moment
de lancer un appel d'offres si vous risquez d'avoir une grosse baisse de la fréquentation cette année, notamment à cause de fermeture des classes, parce que si vous stoppez la relation commerciale avec votre prestataire à la fin de l'année, les négociations risquent d'être difficiles sur cette sous-fréquentation. C'est peut-être pas le bon moment si vous avez des gros investissements en cours et qu'ils n'ont pas encore été très bien amortis, ou c'est peut-être pas le bon moment si vous prévoyez d'ici 2 à 3 ans de revoir votre prestation de restauration, de faire des gros travaux de rénovation dans la cantine, etc. C'est peut-être le bon moment si l'insatisfaction des clients et des convives est très forte, ou si vous n'êtes pas satisfait de la gestion de la crise par le prestataire et que vous dites finalement j'ai envie d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Alors la démarche d'appel d'offres, elle peut faire peur, mais c'est vraiment, il faut le voir comme une saine démarche de gestion que de lancer un appel d'offres tous les 3 à 5 ans. On peut dire tous les 3 à 5 ans. C'est particulièrement vrai si le contrat est obsolète. Alors un contrat qui est obsolète, c'est un contrat qui n'a pas d'engagement de qualité de denrées alimentaires, par exemple, ou un contrat où si vous avez eu une forte modification de la fréquentation depuis le début du contrat, si vous avez des investissements qui sont échus, ou une modification de l'équipe en place. Tous ces indicateurs-là, ça doit vous inviter à réfléchir sur la valeur ajoutée qu'aurait de lancer un appel d'offres. Il ne s'agit pas, il faut pas le voir comme oui, je vais négocier un meilleur prix. En fait, l'appel d'offres, c'est vraiment se reposer les bonnes questions sur le contrat pour, pourquoi pas, avec le même prix, avoir plus d'engagement qualité, donc manger mieux et faire un contrat qui soit un peu plus bordé, j'ai envie de dire, pour que le suivi soit plus facile et que la satisfaction des convives soit garantie dans le temps. Alors, l'AFNOGEC, on a travaillé sur des outils pour vous aider. On a beaucoup travaillé sur la restauration, notamment avec Olivier pendant la crise du Covid. Et on avait travaillé avant avec un autre consultant pour réaliser une base documentaire sur la restauration scolaire. En fait, il y a 2 options. Soit vous avez envie de renégocier votre contrat, donc vous dites qu'il y a peut-être des éléments à revoir, mais vous ne voulez pas aller jusqu'à l'appel d'offres. Dans ces cas-là, nous, on peut vous proposer un audit contractuel et à distance qui vous donnera des bons arguments pour renégocier votre contrat et pour le mettre à jour. C'est un audit contractuel, donc nous, on fait appel à des AMO qui peuvent vous aider à le faire. Après, c'est à votre charge, mais globalement, c'est une prestation qui ne coûte pas très cher, hein, ça coûte 1 000 à 2 000 euros, et ça va vous donner les grosses tendances de votre contrat. Si vous voulez vous lancer dans une démarche d'appel d'offres, on a constitué depuis quelques années donc une base documentaire qui est disponible dans Isidore pour vous aider à vous guider en fait dans votre appel d'offres. Dans la base documentaire, il y a un guide de consultation avec des conseils utiles. Quand est-ce qu'il faut lancer un appel d'offres? Est-ce que je fais appel à un AMO? Quelles sont finalement les différentes étapes pour conduire cet appel d'offres? Il y a des cahiers des charges types, que vous soyez en restauration sur place, que vous soyez en livraison de repas. On a essayé vraiment de réfléchir à toutes les situations possibles. Voilà. Après, ce qu'on a institué à l'AFNOGEC aussi, c'est qu'on a essayé d'avoir une base en fait d'AMO à vous recommander. Donc, on a quelques AMO à vous recommander un peu partout en France. Un AMO, il pourra vous aider en fait à... Si vous n'avez pas le temps et que vous dites finalement c'est trop chronophage, j'y arriverai pas, ça peut être un AMO qui vous aide à lancer cette consultation. Et si vous avez, moi je recommande d'avoir recours à un AMO si vous avez une prestation qui est complexe, si vous avez un internat, si vous avez différentes typologies de convives, si vous avez différents sites, si vous avez une production de repas pour un autre établissement. Dans ces cas-là, ça peut être difficile d'y voir clair dans l'appel d'offres et dans le contrat. Et donc, l'aide d'un AMO sera utile pour bien sécuriser votre contrat et sécuriser en fait le contrat de votre satisfaction dans la durée.
Alors, je vous montre juste où c'est. Voilà, donc tout ce que, moi, à la FNOGEC, je travaille aussi sur tout ce qui est veille réglementaire, donc tout ce qui est suivi des sujets, suivi des lois qui sortent, etc. Je mets tout dans Isidore. Donc, vraiment, adopter le réflexe Isidore. Dans info.isidore.org, vous avez une documentation. Et dans la documentation, dans EasyGestion, vous avez une rubrique restauration scolaire dans laquelle vous retrouverez tout. Vous voyez qu'il y a le guide de consultation. Il y a des conseils utiles pour bien suivre le contrat. Donc, il y a des cahiers des charges type. Voilà. Et donc, tout ça, c'est dans Isidore. Alors, on me demande ce que c'est que AMO. AMO, c'est un consultant, en fait, en restauration scolaire. C'est assistant maîtrise d'ouvrage. C'est un consultant en restauration qui va vous accompagner à réaliser vos appels d'offres. Je passe la parole à Olivier, qui va vous donner des conseils pratiques sur les cahiers des charges. Très bien, alors je vois qu'il y a 2 questions qui ont été posées pertinentes, donc je vais y répondre avant de continuer. La première question, c'est que ça concerne le menu à 4 composants dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Un interlocuteur dit, attention, présence obligatoire, eh bien, il faut respecter le GMERCN, évidemment. Donc, il ne faut pas faire d'économie sur le produit laitier, bien entendu. Hein, c'est très clair, comme tout à l'heure, je l'ai expliqué, il faut toujours qu'il y ait un aliment de chaque groupe dans la composition du repas. Donc, quand vous êtes en 4 composantes et que le fromage est supprimé, vous retrouvez obligatoirement un laitage, soit dans le hors-d'œuvre avec des dés de gruyère ou une salade fromagère, soit dans le dessert, mais effectivement, la question est pertinente, d'où la notion d'un aliment de chaque groupe dans les 4 composantes, et les plans alimentaires sont étudiés pour respecter cet équilibre, évidemment, bien entendu. La deuxième question, le nouveau prestataire éventuel peut-il racheter la dette existante? Donc, en fait, c'est la valeur résiduelle d'un investissement qui aurait été effectué par un ancien prestataire. Oui, vous avez dans vos contrats, quand un prestataire investit dans l'établissement, il vous fait signer un échéancier, et vous avez une valeur résiduelle en fonction de l'année de fin de contrat. Donc, si vous rompez le contrat avant l'échéance, il y a une valeur résiduelle et c'est le futur prestataire qui reprend cette valeur résiduelle. C'est vrai, et pour autant, il faut bien vérifier que les contrats ne sont pas bloqués sur la durée de vie de l'investissement, ce qui peut arriver. Il faut vraiment être vigilant sur les investissements parce que souvent l'établissement s'engage plus qu'il ne croit vis-à-vis du prestataire. Et donc, par exemple, dans certains contrats, malheureusement, ils sont bloqués pendant la durée de vie de l'investissement, de l'amortissement, pardon. Alors, concernant l'appel d'offres, donc on va parler du cahier des charges qui est quand même le prérequis et la première étape. Effectivement sur la démarche de consultation. Le cahier des charges, c'est en fait la définition du besoin de l'établissement, la définition des attentes concernant la future restauration. Donc, il y a plusieurs points de vigilance à intégrer à votre cahier des charges. De toute façon, même si vous prenez, effectivement, vous avez un cahier des charges qui est mis à disposition et qui est très complet, mais il va falloir quand même être vigilant sur certains points. Premièrement, de bien définir le descriptif des prestations à réaliser par votre prestataire, par exemple les encaissements, par exemple le nettoyage des locaux. Deuxièmement, bien analyser la mise en place de personnel qui est proposée, qui est mis à disposition par le prestataire. Il faut que cette organisation de l'équipe soit conforme aux besoins et aux attentes du service. Il ne s'agit pas, par exemple, de supprimer un poste pour avoir un prix plus bas, ça n'a pas de sens. Également, on peut regarder s'il y a du personnel OGEC qui actuellement est mis à disposition d'une société de restauration, par exemple pour la plonge, pour le service des repas ou les ATSEM pour les maternelles. Donc ça peut jouer également et donc il faudra bien regarder que l'équipe globale est cohérente par rapport aux besoins et au nombre de repas servis. La répartition des frais d'exploitation, c'est également très important de voir qui prend quoi. Donc, vous avez une définition de la répartition des charges d'exploitation dans le cahier des charges qui est proposé avec tout ce qui est produits lessiviels, produits d'entretien, serviettes papier, etc. Dans le cahier des charges, il est également effectivement important d'avoir des indicateurs de suivi, de reporting sur les commissions restaurants, effectivement, et de voir comment est-ce que le prestataire va suivre son contrat dans le temps. La répartition pour l'entretien des locaux, du matériel, qui prend quoi en termes de maintenance, qui prend quoi en termes de suivi de l'entretien des hôtes, curage bac à graisse, également ça peut être important. Les animations à thème. Comment est décrite la politique de développement durable proposée par le prestataire? Est-ce que c'est bien adapté à l'établissement ou est-ce que c'est quelque chose de général? Et puis, la gestion des continuités de service. La continuité de service, si par exemple il y a un incident, que la cuisine est amenée à fermer, comment est-ce que le prestataire va pouvoir continuer à livrer des repas? La continuité de service, c'est également les fins de service, le choix proposé jusqu'à la fin du service. Également, dans les autres points clés du cahier des charges,
il conviendra dans un premier temps, effectivement, de bien décrire la description du service de restauration, c'est-à-dire les espaces, le nombre de points de distribution, s'il y a de l'internat, de décrire avec précision les effectifs annuels qui sont prévus. Je dirais que la notion d'effectif annuel est très importante parce que c'est ce qui va permettre aux prestataires et aux candidats de déterminer son prix. Vous savez que dans un prix de repas, il y a une partie alimentaire et une partie frais fixes. Les frais fixes, ce sont les frais de personnel, les frais d'exploitation, et les frais fixes au couvert sont différents en fonction effectivement du nombre de repas servis annuellement. Donc on conseille vraiment de donner les effectifs réels annuels dans votre cahier des charges. Ensuite, il faudra réfléchir sur le cadre juridique et contractuel. Est-ce que dans votre contrat, vous voulez un prix complet au repas, ou est-ce que vous voulez un prix avec une masse de frais fixes qui est facturée à part et une part alimentaire qui est facturée au repas, donc qui est variable? Regardez bien également, et ça c'est très important, ce qui est prévu en cas de sous-fréquentation. Il y a dans les contrats des clauses de sous-fréquentation ou de sur-fréquentation qui en fait interviennent en cas de baisse de plus de 5 ou 7% ou de hausse de plus de 5 ou 7% de la fréquentation annuelle. Donc il y a des clauses qui concernent on va dire la période normale, et puis il y a aussi des clauses qui peuvent concerner, surtout en ce moment c'est d'actualité, qu'est-ce qui se passe en cas de fermeture de classe, quelles clauses sont appliquées. Je vous conseille également vraiment de bien déterminer le format de réponse que vous voulez avoir de la part des sociétés de restauration. Il faut vraiment demander dans le cahier des charges que la société réponde sous la forme d'un mémo technique avec un nombre de pages par thème. C'est très important parce que sinon on risque de se retrouver avec des offres de services qui font 150 pages. Et si vous consultez 3-4 sociétés et que vous avez à chaque fois une offre de 150 pages analysée, ça va être quand même assez compliqué. Point important également, ce sont les critères d'attribution du marché. Il faut déterminer et annoncer clairement, dès la sortie du cahier des charges, quels sont les critères de notation qui vont permettre de noter les offres de services et de retenir la meilleure offre au final. Nous, ce que l'on propose et ce que l'on suggère, c'est que dans les critères d'attribution, il y ait 60% du poids de la décision qui soit sur la qualité, donc les denrées, les prestations proposées, l'équipe mise à disposition, le développement durable, éventuellement le partenariat qui peut être également contractualisé, et 40% de la notation qui sera sur le prix. L'idée, c'est d'abord d'analyser la qualité, d'abord d'analyser la prestation, et ensuite d'analyser le prix pour voir si on est dans le budget d'établissement. L'objectif n'est pas, dans un appel d'offres, d'aller vers le prix le plus bas absolument, sans passer par une analyse très sérieuse et très détaillée de la qualité des engagements que peuvent faire les sociétés de restauration. Et puis enfin, lors du lancement du cahier des charges, il sera important d'avoir un rétro-planning assez clair entre le lancement du cahier des charges jusqu'au choix du nouveau prestataire, donc d'anticiper les différentes étapes qui vont être menées pendant la consultation. Une question a été posée. Les différentes étapes. Oui, alors, oui, pardon, les différentes étapes. Alors, il y a les différentes étapes. Je parlais de rétro-planning. Il faut savoir que le lancement d'une consultation, la durée est à peu près va de 2 à 3 mois en fait, entre le lancement du cahier des charges jusqu'au choix du nouveau prestataire. Donc, dans les différentes étapes, vous avez, comme je l'ai dit, la rédaction du cahier des charges qui, en fait, exprime le besoin de l'établissement. Donc, il est bien important, avant de rédiger votre cahier des charges, de savoir ce que vous voulez pour votre service de restauration, quelles sont vos attentes. Ensuite, une fois que le cahier des charges est effectué, c'est de l'envoyer aux différents candidats que vous aurez retenus. Alors, je dis différents candidats parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de sociétés de restauration. On pense que c'est bien de mixer les grosses sociétés avec peut-être des sociétés familiales de taille plus petite. Ce qui est important, en tout cas, c'est de faire appel à des candidats qui ont des structures dans votre région, afin de pouvoir derrière pouvoir suivre le contrat, de pouvoir être réactif en cas de besoin. Une fois que vous avez envoyé au candidat le cahier des charges, vous avez un retour des offres. Généralement, il faut laisser 1 mois minimum pour que les candidats puissent réaliser l'offre des réceptions du cahier des charges. On va dire que c'est un temps raisonnable pour faire une offre sérieuse. Et lors du retour des offres vient la phase d'analyse comparative des offres qui ont été reçues. Et je pense que cette période, enfin cette étape d'analyse des offres est au moins aussi importante que la rédaction du cahier des charges, parce que c'est l'étape où il va falloir vraiment
discerner dans les offres qui ont été reçues si le besoin a bien été compris, si les moyens mis à disposition par le prestataire sont bien adaptés, si les prix proposés correspondent bien à la qualité attendue et définie. Donc cette analyse des offres doit être faite en reprenant les critères d'attribution dont je parlais tout à l'heure. Hein. Ce sont des critères de notation. Donc si par exemple vous avez dit qu'il y avait 10 points de pondération sur la qualité des denrées, eh bien, il faut vraiment passer du temps pour analyser quels sont les approvisionnements proposés par le prestataire pour pouvoir le noter sur 10. Si vous avez mis 15 points sur les concepts et l'innovation dans la prestation, eh bien, il faudra bien reprendre cette partie-là et la retrouver dans le mémoire technique du candidat pour pouvoir l'analyser de façon correcte. Une fois que vous avez analysé les offres, que vous avez fait les soutenances, puisqu'il y a souvent des auditions pour entendre les candidats sur leurs propositions, eh bien vous choisissez en fait le lauréat de l'appel d'offres et vient la phase extrêmement importante également qui est la signature du contrat. Ce que nous suggérons assez fortement, c'est qu'avant de choisir et de communiquer au candidat qu'il est retenu, qu'il a gagné l'appel d'offres, c'est de demander un projet de contrat. Pourquoi ? Parce qu'il est important de vérifier que dans le contrat qui va être signé par l'établissement, on retrouve bien tous les engagements commerciaux qui ont été faits pendant la présentation des offres. Puis enfin, la rédaction du contrat qui effectivement doit être conforme aux différents éléments proposés. Olivier, alors sur la signature du contrat, ouais, c'est vraiment un point essentiel et c'est souvent un point qui est traité à la fin. On dit on signe, mais en fait les éléments contractuels prévalent sur le cahier des charges qui est annexé au contrat. Donc c'est vraiment sur le contrat qu'il va falloir faire une relecture fine des conditions particulières et des conditions générales pour s'assurer que, on comprend bien tout ce qui est écrit dans le contrat, et que 2, ça correspond à tout ce qu'on souhaite. Vous êtes libre de demander la suppression d'une ou deux clauses qui vous paraissent, qui vous paraissent vous mettre en danger sur la durée de vie de votre contrat. Alors, je rappelle que pourquoi pas dans ces cas-là demander l'aide de votre UDOGEC. Il y a des UDOGEC dans lesquels il y a des juristes qui seront en capacité de vous aider à relire un contrat et de vous assurer que vous prenez aucun risque en signant ce contrat. Voilà sur le contrat. Alors, c'est une slide importante parce qu'elle vous montre aussi, et c'est pour ça qu'on a choisi ce timing pour ce webinaire, que en fait, si vous voulez finalement de commencer à rédiger un cahier des charges maintenant, c'est plutôt un bon timing. Et vous pouvez aussi, dès à présent, même si c'est supérieur à la durée de préavis prévu au contrat, mais vous pourriez aussi prévenir maintenant votre prestataire que vous voulez changer donc, votre contrat. Donc, dès à présent, envoyez votre lettre de résiliation à votre prestataire et commencer à rédiger un cahier des charges pour changer à la rentrée prochaine. En fait, si vous le faites trop tard dans l'année, c'est le moment où tout le monde le fait. Les sociétés, elles n'ont pas vraiment le temps. Elles sont sollicitées en même temps. Elles n'ont pas vraiment le temps d'analyser les offres. Alors que si vous le faites maintenant, si vous commencez à faire votre cahier des charges maintenant et que tout ça, ça se passe en février, mars, avril, on est moins sous la pression du temps. Et donc, c'est finalement un choix qui peut être intéressant. Alors avant de passer au thème suivant, je vois 2-3 questions auxquelles j'aimerais répondre. Je vois une question, quid de la reprise du personnel en cas de changement de prestataire? Donc le transfert des personnels est régi par le Code du travail, par l'article L2412, qui stipule que si vous avez un changement de prestataire, les personnels de statut employés sont transférés dans le cadre du nouveau contrat par voie d'avenant. Donc en fait, les salariés actuels de la société de restauration, en cas de changement de prestataire, sont transférés. Pour les maîtrises et les cadres, c'est-à-dire souvent les gérants, ceux-là ne sont en principe pas transférés, sauf cas particuliers liés à la demande de l'établissement, par exemple, mais en principe ne sont pas transférables. Je vois une deuxième question, quid du contrat en cours? Vous avez des durées, un article dans votre contrat qui s'appelle durée, donc évidemment, si vous décidez de lancer une consultation, il faut dénoncer le contrat actuel. Généralement, vous avez des durées, enfin des délais pour dénoncer votre contrat qui sont généralement de 3 mois par accusé de réception. Alors, soit 3 mois à tout moment de l'année, soit 3 mois à date d'anniversaire. Donc, il faut penser effectivement à dénoncer votre contrat, effectivement, au plus tard, si vous voulez changer au 1er septembre, au plus tard fin mai. Je vais continuer sur une question qui nous a été posée en fait par un participant. La question était est-ce qu'il est pertinent de se regrouper, donc de mutualiser plusieurs établissements pour mieux négocier? La réponse est oui, ça peut être pertinent. Ça peut être une bonne idée pour plusieurs raisons. Premièrement, le fait de se regrouper peut parfois permettre de livrer les repas, d'avoir une seule cuisine centrale
si vous regroupez 5 établissements, et un des établissements va produire les repas pour les livrer sur les 4 autres établissements. Ça permet d'éviter de renouveler des investissements lourds dans les cuisines de tous les sites, et puis ça permet aussi d'optimiser l'équipe de production. Ça permet évidemment également d'avoir beaucoup plus de volume. Quand vous vous regroupez, vous avez un volume de repas annuel beaucoup plus important, et donc c'est quand même mieux pour pouvoir négocier le meilleur coût pour la qualité voulue. Ensuite, c'est bien également pour le suivi de la qualité, puisque si vous mutualisez plusieurs établissements, vous allez avoir un prestataire qui devra être bon dans chacun des sites. Si le job n'est pas fait sur un des établissements, bah, effectivement, ça met en péril le contrat global. Je reviens sur l'optimisation tarifaire, voilà, également, c'est que quand vous raisonnez à plusieurs établissements, vous pouvez demander d'avoir une part de frais fixes au repas lissée sur l'ensemble des sites. Et ça va profiter aux plus petits établissements, sans vraiment défavoriser les gros établissements, parce qu'un petit établissement qui fait 200 repas jour, par exemple, en premier degré, qui négocie tout seul, va avoir un prix de repas beaucoup plus important. Or, s'il rentre dans un groupement, il pourra bénéficier de l'effet volume pour avoir un prix plus intéressant. Et puis, ça permet de développer la solidarité entre établissements, puisque vous aurez un contrat cadre qui permettra de préserver les intérêts de chacun des sites. Alors, comment on fait pour mutualiser un appel d'offres restauration sur plusieurs sites? Bah, au niveau du cahier des charges, on crée ce qu'on appelle un tronc commun qui va reprendre les points assez standards. Par exemple, un tronc commun qui va reprendre la qualité des denrées, ce qu'on veut comme denrées pour l'ensemble des établissements, ce qu'on veut comme outil de reporting, ce qu'on veut en termes d'engagement, d'hygiène, de sécurité qui sont assez standards. Donc tout ça peut rentrer dans un tronc commun. Et puis vous avez dans votre cahier des charges une partie différente pour chaque établissement en fonction de sa typologie de convives. Par exemple, si vous avez un établissement qui sert des maternelles et des primaires, vous allez avoir une offre adaptée aux maternelles et aux primaires, et qui ne sera pas la même qu'un lycée ou qu'un collège. Donc tout cela, dans cette mutualisation, aboutit sur un contrat cadre qui sera à définir, un contrat un peu solidaire entre les sites, et qui sera à réfléchir sur sa forme. Le grand intérêt, c'est effectivement d'apporter aux prestataires un volume plus important, et pour les établissements d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus solidaire et de beaucoup plus sécurisé. Il y a des exemples, hein, ça c'est déjà des contrats cadres existent déjà dans notre réseau. Il y a des contrats cadres, je sais qu'il y a les OGEC de Pyrénées-Atlantiques qui sont toutes, de Pyrénées-Orientales, pardon, qui sont toutes dans un contrat cadre qui est signé en même temps. Après, il y avait à Nancy un projet de contrat cadre et ils se sont dit que finalement c'était trop contraignant et ils sont chacun partis vers un contrat séparé. Donc c'est vraiment une réflexion à mener. Qui peut avoir, je sais qu'en Ile-de-France aussi, il y en a qui sont partis sur un contrat cadre. Donc, c'est vraiment une réflexion à mener. Et s'il y a une volonté commune de travailler ensemble, ça peut marcher. Après, c'est vrai que c'est assez contraignant dans le temps. En tout cas, dans le cadre quand c'est des contrats cadres avec beaucoup de volume, encore une fois, je recommande de se faire accompagner si on n'a pas de compétences là-dedans par un AMO, parce que ça va permettre de sécuriser le contrat et d'organiser le suivi. Et c'est c'est une personne tierce qui arrivera peut-être à mettre tout le monde d'accord sur les modalités de suivi, les modalités de rupture du contrat, etc. Donc ça peut être une solution qui peut être envisagée. C'est une question qu'on nous a posée. Les frais de l'AMO, ils peuvent être pris en charge par le prestataire gagnant. Après, c'est personnellement une pratique que je ne recommande pas parce que je pense que c'est mieux d'avoir en fait, l'objectif de l'appel d'offres, c'est d'avoir qu'on sache ce qu'on paye. Et je pense que c'est important. Enfin, ça n'apporte rien de les faire prendre en charge par le prestataire qui gagne, si ce n'est un peu de trésorerie. Mais en fait, moi, je trouve ça mieux d'avoir les coûts qui sont affichés d'un côté. On sait combien on va payer l'AMO. On rémunère son travail pour le travail qui vous a rendu pendant l'appel d'offres et pourquoi pas contractualiser après pour du suivi, mais on sait combien ça coûte et on sait combien coûte la prestation de la société de restauration. Donc, mis à part des problèmes de trésorerie, je trouve que c'est un peu un mélange des genres qui n'a pas grand intérêt. Après, ça, c'est mon avis personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ça intéresse pas mal de monde de faire prendre en charge les coûts de l'AMO par la société de restauration, donc pourquoi pas. On nous a posé une question sur le CEDRE pour savoir si les contrats souscrits avec le CEDRE sont révisables tous les ans. Je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je sais que le CEDRE propose une offre restauration scolaire avec des AMO et le CEDRE se rémunère sur
durée de vie du contrat de 1 à 3% sur la durée de vie du contrat, parce qu'il y a une prestation d'accompagnement lors de l'appel d'offres et également de suivi. Voilà, donc c'est une option qui peut être envisagée par les établissements. Alors, il y a 2 questions également intéressantes. Première question, transfert des salariés. D'accord. Je vais répondre sur le transfert des salariés. En fait, effectivement, c'est le transfert des salariés non cadres et la possibilité de faire reprendre les salariés cadres par la société qui reprend. Effectivement, c'est la convention collective des sociétés de restauration qui prévoit ça. Voilà. Et quand on repart sur de l'autogéré, on n'est plus dans le même cas, en fait, puisque c'est 2 conventions collectives. Il y a la convention collective des sociétés de restauration et la convention collective de l'enseignement catholique. Et donc, c'est différent. On est en train de faire. Je ne vais pas vous apporter une réponse aujourd'hui. Je l'apporterai lorsqu'on vous donnera le replay du webinaire. Je vous répondrai à cette question parce que je crois qu'il y a transfert d'une activité économique autonome et donc je crois qu'il y a transfert du personnel, mais c'est à confirmer. Donc je vous confirme ça plus tard. Il y a une question sur la reprise du personnel également. Il y avait une question sur la personnel. Je ne vois pas en fait. Tu peux remonter les questions? Pardon. Non, je les vois pas. Voilà. Excusez-nous, on arrive. Il faut qu'on voit les questions. Ah oui, je peux les bouger, d'accord. Plus de personnel. Allez-y. Alors, la question, c'est, nous sommes en plein appel d'offres. Les personnels à reprendre présentés par la société en place sont plus nombreux que dans la réalité. Est-ce normal? Je ne pense pas. Et surtout, que faire? Donc, il faut déjà, premièrement, regarder si dans la liste du personnel présenté, il n'y a pas un certain nombre de postes ou de salariés qui ne seraient pas en longue maladie. Ça arrive, je l'ai vu encore très récemment, où il y avait sur une reprise de personnel plusieurs salariés en longue maladie. Et dans la même liste de personnel, vous aviez indiqué le nombre de personnels en longue maladie et leurs remplaçants. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut s'assurer que la liste de personnel transmise est bien celle de l'équipe qui était en place dans un délai raisonnable avant la dénonciation de contrat. Troisième élément possible, si vous avez sur cet établissement une cuisine centrale et qu'une partie du personnel ne travaille pas pour les repas de l'établissement, mais pour des repas exportés, alors normalement, ils sont indiqués comme étant affectés aux repas exportés. Après, il peut y avoir d'autres cas de figure où la liste de personnel est plus importante, mais je pense avoir cité les 3 principaux. Donc, il faut demander en fait aux prestataires en place de bien redétailler. Est-ce qu'il y a des gens en longue maladie? Est-ce que du personnel est dédié pour des repas exportés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont affectés temporairement sur le site? Il y a une personne qui nous demande si, on revient au début sur le gaspillage, si on peut laisser les les repas non consommés pour les salariés. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir avec la société de restauration, de toutes les manières. Mais les repas, en fait, la réglementation sur le don de denrées alimentaires, elle est assez stricte. Ils sont en train de l'assouplir parce que justement, c'est un des moyens de lutter contre le gaspillage, mais elle est encore assez stricte. Et tout ce qui est présenté, normalement, ne peut pas être donné. Après, je crois que je ne me trompe pas, Olivier. Alors, tout ce qui a été présenté devant les convives, sur la chaîne de distribution, normalement, ne peut pas être donné. Maintenant, dans le cadre de la loi Egalim, il y a une clause de souplesse pour ce qui n'a pas été consommé et qui peut être redistribué sous forme de don. Donc c'est assez récent et il y a même une interdiction de détruire en fait les plats qui n'ont pas été présentés. Donc c'est un aménagement très récent et oui, vous pouvez faire des dons dès lors que les règles d'hygiène sont respectées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les convives soient passés devant, voilà, que ça a été présenté sur la chaîne de distribution. En tout cas, c'est une pratique qu'il faut voir avec la société de restauration. Ça, c'est sûr, il faut établir une convention parce qu'à partir du moment où des denrées sont sorties du restaurant, ça engage la responsabilité de la société de restauration. Tout ça, on a répondu. Ah oui, si. Ah oui, comment faire notre choix autrement que par le prix? C'est difficile de changer de prestataire sans goûter ou d'essayer l'équipe en situation dans nos locaux. Très bonne question. Je ne suis même pas sûr que de faire une dégustation permette de vraiment avoir un aperçu de ce que sera la vraie vie du contrat. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de se renseigner sur les références
Nous, quand on produit un cahier des charges, on demande à chaque candidat de fournir ses références régionales sur le même segment, c'est-à-dire pas nous donner des références dans des maisons de retraite ou des restaurants d'entreprise, mais de nous donner 5-6 références sur des établissements d'enseignement catholique situés dans la même région. Et évidemment, la meilleure façon de pouvoir avoir un retour sur ce que fait la société, c'est d'interroger leurs clients existants, très sincèrement. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Je suis désolée, on a un peu débordé, mais les questions étaient nombreuses et on a eu un petit bug au début. J'espère que vous avez bien entendu. En tout cas, merci à Olivier pour tous ces précieux conseils. Merci à tous pour votre participation et votre attention. Le slide de la fin, il y est ou pas? Je vous laisse dans le slide de la fin, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter aussi votre UDOGEC qui sera en mesure de vous accompagner sur ces problématiques pour voilà, avoir plus d'informations. En tout cas, on est là pour vous aider et bon courage pour vos négociations à venir. Merci. Merci beaucoup, au revoir.